Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Dieu! Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er mai 2026. Et oui, une émission, c'est le Magal West de retour pour 1 heure. Moi, c'est Lucie et pendant 1 heure, je vous donne les actus locales, les nouveautés de tout ce qui se passe au Havre au niveau culturel. Et aujourd'hui, on va parler du jumelage entre notre ville du Havre et Venise. Et oui, si vous avez raté l'information, cet été, notre ville a été jumelée avec la ville italienne. Je vais donc recevoir une association toute neuve, toute nouvelle qui vient de se créer suite à ce jumelage. Qu'est-ce qu'un tel jumelage peut apporter ? Qu'est-ce qu'une asso peut aussi apporter à notre ville ? On en parle donc en deuxième partie d'émission. Avant ça, Mikkel Mockol, dernière journée de découverte Ferrarock. Margot nous accompagnera pour découvrir ce groupe. On retrouve aussi un reportage, celui de La Vraie Rage, un nouveau concept de Rage Room au Havre. C'est Chloé et Malo qui se sont rendus sur place pour leur premier reportage. Allez, on débute tout de suite notre émission avec la météo. Il a fait beau cette semaine et malheureusement aujourd'hui, le temps se couvre plus, notamment cet après-midi. Il fait 22 degrés, ressenti 29, avec un indice UV de 5, il est donc modéré. Le risque de pluie pour cette fin de journée est quand même fixé à 55%. Le vent est très faible, il se tourne vers le sud-ouest et dépasse les 25 km/h. Ce soir, il fera 16 degrés, ressenti 15. Pour votre week-end, c'est un week-end nuageux, pluvieux, voire orageux qui vous attend, notamment pour la journée de demain. En matinée, il fera 12 degrés, ressenti 11, avec un brouillard laissant place à des nuages bas. Le vent sera calme. L'après-midi sera marqué par des foyers orageux, quelques averses faibles, risque de pluie fixé à 60%. Il fera 20 degrés, ressenti 27. Et en soirée, les risques orageux se poursuivent avec des températures tournant autour des 17 et 16 degrés. Et pour votre journée de dimanche, la pluie vous accompagnera avec des moyennes de saison entre 14 et 17 degrés. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour tout le monde, voici les informations locales de ce jeudi 30 avril 2026. Manifestation du 1er mai 2026 au Havre, le parcours du défilé de la fête du travail dévoilé. 5 organisations syndicales appellent à une manifestation à l'occasion de la fête du travail vendredi 1er mai au Havre. Le départ aura lieu à 10h depuis la maison des syndicats, cours de la République. En fonction de l'affluence, le cortège remontera jusqu'à la gare SNCF avant d'emprunter le boulevard de Strasbourg jusqu'à l'hôtel de ville. Baby Shambles de retour, Made in en clôture, Westpark 2026 dévoile ses premiers artistes. Made in et Baby Shambles seront à l'affiche du Westpark 2026 au Havre les 16 et 17 octobre. Le festival dévoile ses premiers noms et la billetterie est déjà ouverte pour cette édition à ne pas manquer. Direction westpark.com. Front de mer de Fécamp, endommagé par la tempête. Où en sont les réparations à l'approche de l'été ? Alors qu'une première vague de touristes est passée par Fécamp à l'occasion des week-ends ensoleillés et des vacances de Pâques, le front de mer continue d'effacer les dommages de la tempête Goretti du côté du platelage et des jeux avant de plus grosses manœuvres. Nointo, jardin et produits du terroir en fête revient pour soutenir le Téléthon ce week-end. À Nointo, les bénévoles du comité AFM Téléthon donnent rendez-vous au public les 2 et 3 mai prochains pour la 11e édition de Jardin et produits du terroir en fête. Vente de fleurs, produits locaux, animation et randonnée rythmeront ce week-end solidaire. Rendez-vous de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 17h30. L'entrée sera gratuite et une restauration rapide sera proposée sur place. Et enfin, balade en bateau sur la Seine. Depuis Caudebec-en-Caux, 2 circuits à découvrir pour cette saison. Dès le mardi 5 mai, les balades commentées sur la Seine reprennent au départ de Caudebec-en-Caux. Cette année, 2 circuits sont proposés vers Jumièges et Villequier jusqu'au 25 juin. Merci de votre attention. Le journal continue avec désormais les actualités nationales et internationales.
Bonsoir à tous. Travailler ou ne pas travailler le 1er mai, c'est la question que se sont posées des boulangers et fleuristes aujourd'hui, alors que le flou a persisté toute la journée. Sébastien Lecornu était en Haute-Loire à la rencontre de ses artisans, alors que le gouvernement a mis à l'ordre du jour un projet de loi permettant aux fleuristes et boulangers de faire travailler leurs salariés volontairement en ce jour chômé. La direction générale du travail avait demandé aux agents chargés des contrôles de prendre en compte le contexte politique. 5 commerces ont tout de même été contrôlés et un boulanger a été verbalisé. Ce jour sacré qui nous rassemble est un peu une fête nationale. Marine Le Pen s'est exprimée depuis Mâcon pour la fête de la nation du Rassemblement national. Il nous faut se souvenir des sacrifices des générations passées, a lancé la chef de file RN. Et en ce 1er mai, de nombreux changements. Dès aujourd'hui, le prix repère du gaz augmente, plus 15,4%. Le repas à 1 € pour tous les étudiants est généralisé au Crous. Il sera accessible dès lundi aux étudiants boursiers et non boursiers. Au Moyen-Orient, l'Iran a présenté une nouvelle proposition aux États-Unis. Elle a été transmise au Pakistan en vue d'une reprise des négociations. Téhéran qui rejette toute politique imposée sous la menace. Le président américain, lui, ne dispose plus que de quelques heures pour demander l'autorisation au Congrès de poursuivre la guerre au Moyen-Orient. Pendant ce temps, la marine française relance la production de missiles de croisière navale. Ils n'étaient plus fabriqués depuis 2021. Cette information dévoilée par le journal Le Marin s'inscrit dans une stratégie plus large de renforcement des capacités de frappe à longue portée de la France. Et puis c'était un drôle d'avis de recherche. La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé être à la recherche d'un Oscar, l'une des statuettes qui récompense le cinéma aux États-Unis. C'est le réalisateur russe Pavel Talankin qui l'avait égaré. Il n'a pas été autorisé à prendre l'Oscar en cabine lors d'un voyage et a dû l'enregistrer en soute, mais à l'arrivée, la statuette avait disparu. La récompense a finalement été retrouvée et lui sera rendue très prochainement. Très bon début de soirée à tous. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Psyché nerveux, punk minutieux, Michael Muckle débarque avec une énergie qui ne cherche pas à plaire mais à percuter. Actif depuis 2018, le groupe cultive un joyeux désordre sonore, un micmac tendu et mordant qui donne envie de tendre l'oreille. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que leur tout premier album, Tit for Tat, vient d'être sacrée découverte musicale Ferrarock de la semaine, et clairement, ça secoue. Fucking with that
Né dans un contexte un peu bancal, entre frustration post-confinement et envie de repartir à zéro, ce disque s'est construit dans la patience et l'expérimentation. 8 mois pour chercher, tester, déconstruire. Le groupe s'éloigne des formats classiques. Des boîtes à rythme pour durcir le ton, plusieurs micros pour capturer une voix en mouvement, presque insaisissable. Résultat, une matière sonore brute qui gratte, qui pique, mais qui reste toujours en tension. Fortat, c'est un album comme un reset, une errance assumée, mais surtout une urgence qui traverse chaque morceau. Pas de nostalgie ici, juste une avancée à vif, œil pour œil, son pour son. Michael Muckle signe un premier projet qui ne laisse pas indifférent et qui trouve parfaitement sa place dans la sélection Ferrarock. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Peut-être êtes-vous parmi les chanceux et chanceuses qui ne travaillent pas aujourd'hui, ou peut-être que vous êtes sur les routes. En tout cas, pour continuer cet après-midi, je vous propose un reportage sur La Vraie Rage. C'est un nouveau concept au Havre, une rage room, c'est-à-dire un lieu où on peut venir se défouler. Et Chloé et Malo l'ont testé.
Et le Westrack, aujourd'hui on se retrouve dans un format très sympa. On va tester pour vous la vraie rage. Cette rage room ou salle de défoulement est à découvrir 6 bis rue Madame de Lafayette au Havre. On vous embarque cet après-midi avec nous pour littéralement casser la baraque. Ça tombe bien parce qu'on est un peu stressé pour notre première interview aujourd'hui. Alors ça va nous défouler. On vous donne notre avis juste après avoir testé et on interviewera son créateur Sébastien Leleu. La vraie rage, la première rage room au Havre, avec une mission claire, proposer un espace sécurisé, accessible et libérateur, où chacun peut transformer ses tensions en énergie positive, sans jugement, sans conséquences, et avec un maximum de sensations. On arrête le blabla, on part se défouler pendant une vingtaine de minutes, et on vous donne nos impressions dès la fin de notre séance. Du coup là vous avez les battes de baseball, c'est l'arme que tout le monde préfère, qui représente un peu l'activité. Il y a des petites massettes, pour tout ce qui est pour casser les assiettes, tout ça. Ouais. On retrouve le pied de biche. Ceci est un favori de certains participants parce qu'ils aiment bien démonter toute cette machine à laver ou imprimante, dépiécer pièce par pièce, ça dépend de la personne. Et on retrouve l'ouvre-boîte, c'est un peu plus classique qui court au pied de biche mais c'est un peu plus différent. Voilà. Bon alors tu vas prendre quoi ? Ah, j'ai tout essayé moi je pense. Je pense que j'ai testé un peu tout, ouais. Formule complète. La batte de baseball c'est vraiment l'arme plus Ouais, ça dédiée. m'étonne pas. C'est qui incarne un peu. On voit bien à l'usure de toute façon. Ouais, carrément. Nous revoici, nous revoilà. On vient de finir la session. Malo, qu'est-ce que t'en as pensé ? C'était étonnamment très relaxant, c'est-à-dire que on est là pour détruire des choses, mais c'est très, il y a un côté thérapeutique presque en fait. C'est super. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et toi, Chloé, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, je suis du même avis que toi. J'avoue que je pensais pas prendre autant de plaisir à détruire un clavier d'ordinateur. Ouais, pareil. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Je pensais pas prendre autant de plaisir. Et pourtant. Finalement, c'est peut-être mieux qu'une séance chez le psy. Non, on va peut-être pas abuser quand même, mais ça peut quand même contribuer à vous détendre un petit peu dans les périodes tendues. Là, je vous assure qu'on est fatigué, mais on est prêt pour l'interview. On vous présente maintenant Sébastien Leleu, qui est donc le créateur de La Vraie Rage. On va vous poser quelques questions. Comment vous est venue l'idée de créer ce type d'établissement ? Alors l'idée de créer ce type d'établissement m'est venue un soir dans la belle famille. J'avais pensé à mon frère qui avait beaucoup de problèmes financiers, beaucoup de contraintes dans la vie, beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas dire et beaucoup de mauvaises choses en lui. Et je me suis dit comment l'aider à évacuer ce stress de manière naturelle. Et du coup j'ai décidé de me renseigner sur les différents moyens sur Internet et j'ai trouvé une rage room sur Paris. Et de ce principe-là, je me suis renseigné et j'ai créé ce projet. Est-ce que l'idée du concept est venue en premier ou est-ce que c'est le fait d'avoir des objets à détruire qui vous a donné l'idée justement ? Comment s'est construit le projet concrètement ? Du coup, l'idée du concept m'est venue en premier. C'est pas forcément l'idée de détruire des objets. Bon, ça m'est arrivé dans le passé parce que je suis quelqu'un d'assez nerveux aussi, d'où ce concept aujourd'hui. Je comprends que les gens ont besoin d'extérioriser leurs émotions. J'ai vu que vous aviez travaillé dans le milieu professionnel de la pâtisserie ainsi que dans l'automobile. Pourquoi ce changement de voie ? J'ai commencé en tant que pâtissier à 16 ans parce que je ne savais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai fait une période d'essai. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait ça pendant 6 ans. Suite à cela, j'aimais pas trop mes contraintes horaires. Je commençais tôt et je n'avais pas non plus un bon niveau de vie, niveau salaire. Du coup, après, j'ai décidé de faire de la chaîne à Renault-Sandeville. J'y ai fait 13 mois et ça m'a pas plu non plus. Du coup, j'ai passé mes permis poids lourd pendant 5 ans aujourd'hui. J'ai fait 5 ans de route et puis le fait de pas choisir mes horaires et de faire beaucoup d'heures, ça me plaisait pas. Du coup, j'ai décidé de créer ce projet où justement je choisis mes horaires. Quelle est la durée de vie moyenne des objets à détruire ? Comment est-ce que vous gérez le réapprovisionnement ? La durée de vie des objets dans une session de salle de défoulement est généralement 2-3 minutes. C'est pour ça que j'en propose plusieurs, 4-5 différents par personne. Généralement, il y a un très gros électroménager qui peut être une machine à laver, un sèche-linge ou un micro-ondes. Je rajoute des écrans de télé ou d'ordinateur, des claviers. On peut y retrouver tout ce qui est aspirateur, on va dire grille-pain, appareil à raclette, tout le petit électroménager qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Du coup, je me réapprovisionne au grenier. Tout ce qui est réparable, eux le réparent et le revendent. Et ce qui n'est pas réparable, moi je le récupère pour leur donner une seconde vie avant que ça suive le cycle de la déchetterie classique. C'est-à-dire que je donne une seconde vie à l'objet avant qu'il soit définitivement détruit. En ce qui concerne les bouteilles, je les récupère auprès de partenariats sur le Havre. C'est des bars. Il y a le LH Horizon, le Star Millennium, Bichef, Autopia, Duroof. Et tous ces bars-là, c'est où je récupère des bouteilles de verre non consignées. Je peux aussi récupérer des verres ou des assiettes ébréchées dans les restaurants. C'est ce que je propose aussi aux clients lors de leur session de casse. En parlant de ces objets-là, est-ce que vous savez quel est l'objet le plus populaire auprès des clients ? Les gens n'ont pas vraiment de préférence, ça dépend surtout des personnes.
Il y en a qui préfèrent des machines à laver qui est très dur à détruire pour bien s'acharner dessus. Il y en a d'autres qui préfèrent lancer des assiettes et voir les éclats partir dans tous les sens. Mais généralement, tout ce qui est clavier, c'est préféré par les gens parce que les touches partent dans tous les sens et du coup, ça active tous les sens pendant la session. Malo, est-ce que t'es d'accord ? Les claviers, ça plaît bien ? Les claviers, ça éclate, ouais. C'est assez drôle la première fois, je m'y attendais pas. Et ça nous a bien plu. Où finissent les objets qu'on vient de détruire en 1000 morceaux ? Une fois les objets détruits, moi je les trie dans la salle de défoulement. Je récupère le verre d'un côté, tout ce qui est plastique de l'autre, qui fait partie de l'électroménager. Et je vais directement chez les ferrailleurs pour leur apporter ça et ensuite ça part en cycle de recyclage classique. Et en ce qui concerne les bouteilles, je les dépose directement dans des centres agréés pour recyclage. C'est quoi pour vous l'expérience idéale ici à l'Avrérage ? L'expérience idéale pour moi, c'est quelqu'un qui vient pour se défouler, mais qui a aussi des vieux démons en lui, on va dire. Moi ici, je propose un lieu sécurisé où on peut se mettre dans une ambiance immersive. J'ai une tablette connectée à YouTube pour le son. Je propose des petites balles pour faire des jeux alternatifs ou pour aider à faire des mises en situation. Et j'explique aussi aux clients qu'ils peuvent se remémorer des scènes, justement pour extérioriser quelque chose qu'ils avaient en eux dans le passé et qui les bouffe encore aujourd'hui, on va dire. C'est donc votre premier projet en tant qu'entrepreneur. Je mets la charrue avant les bœufs, mais est-ce que cette expérience vous donne envie de faire grandir votre projet ? Cette expérience aujourd'hui, oui, me permet de voir plus loin dans le futur si cela fonctionne très bien. Là, actuellement, j'ai un local du coup avec un étage, mais si dans 3 ou 6 ans cela fonctionne bien, pourquoi pas prendre un local de plein pied et avec une porte de garage, y mettre des voitures pour pouvoir casser des voitures en groupe et voir pour faire des partenariats avec les casses automobiles. Après, actuellement, où j'en suis dans mon projet, je peux proposer des thématiques, c'est-à-dire des thèmes sur thèmes bureautiques, où je propose des ordinateurs, des claviers, des enceintes, des imprimantes, ou des thèmes cuisine. Par exemple, on peut retrouver tout ce qui est grille-pain, vaisselle, bouteille assiette, en plus d'autres appareils à athlète. Et je vois actuellement aussi pour proposer tout ce qui est les gender reveal, pour découvrir le sexe, des piñatas qui peut être avec des confettis de couleur bleue ou rose selon le sexe. J'essaye d'être assez large au niveau des prestations. Puis je propose aussi des formules Rage Express, qui permet aussi de se défouler à moindre coût et de découvrir le concept. Parce qu'aujourd'hui, le concept, il est encore méconnu en France. Il existe beaucoup ailleurs, mais on va dire qu'en France, c'est méconnu, puis les gens ont besoin de savoir ce que c'est. Merci Sébastien d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous avez un petit mot à dire à nos auditeurs pour leur donner envie de venir tester l'Avrérage ? Si j'ai un petit mot à dire à mes auditeurs, c'est que cette activité est bien plus bénéfique qu'on peut le penser. J'ai eu beaucoup de retours clients qui me disent que finalement, ça aide indirectement à se relâcher et qu'en plus de s'amuser, ça contribue à leur bien-être personnel. L'Avrérage, c'est au 6 bis rue Madame de Lafayette, ouverture dès 15h. Vous pourrez retrouver toutes les infos pour réserver votre session sur le site lavrérage.com. Allez, on se défoule à notre manière avec Jean. Arrête de faire comme si. Titre sorti en 2024 de l'artiste rouennais. Et puis juste après, on accueille notre invité. On va parler du jumelage entre la ville du Havre et Venise. Conseil de parier sur moi. Tu prends le temps de me demander qu'est-ce que tu veux vraiment. Si je te réponds vraiment, ça me paraît sournois. Je réfléchis, les idées qui apparaissent sont noires. J'attends même si je sais que t'écouter c'est lourd. C'est jamais fini mais c'est jamais assez long. De toute façon j'ai craqué donc réouvre le cello. Alcool ou drogue et si c'est pas l'un c'est l'autre. Me demande pas mon avis. Souvent ce qu'on pense c'est l'opposé de ce qu'on affirme. Arrête de faire comme si tout allait bien. T'as les yeux dans la fumée, le nez dans la farine. Pourquoi tu me poses des questions qui ont des réponses que tu regrettes? T'es allé trop vite et les pneus de la voiture crèvent. Mais tu t'en veux même pas, t'as déjà oublié la veille. Ah, arrête de faire comme si tout devait tomber par magie dans tes mains. Pour me remettre en question, j'attendrai demain. Me regarde pas comme ça, j'ai presque peur. Oh, hey, salut, ça va? Tu m'as répondu, je suis pas sûr de savoir. C'est bon, ça y est, maintenant stop.
ça. Ça me plaît, mais ça peut s'annuler en 7 messages. Même si j'ai bien qu'au fond c'est ça le blême. Faut mieux pas regarder ça de près. J'ai mal dessiné chaque trait. Arrête de faire comme si tout fait tomber par magie dans tes mains. Pour me remettre en question, j'attendrai demain. Me regarde pas comme ça, j'ai presque peur. Il est 17h27, arrête de faire comme si, un titre de Jean. Poursuivons notre émission avec notre invité. On parle jumelage entre Le Havre et Venise. Pour cette deuxième partie d'émission, on va s'intéresser à une association nouvellement née suite au jumelage de la ville du Havre avec celle de Venise, survenue en juillet 2025. J'accueille l'association AJOL et c'est Nicolas qui est avec moi dans le studio. Salut Nicolas. Salut, bonjour à tous. Ça va bien ? Oui, très bien, et toi ? Eh ben ça va, merci. Alors pour ceux qui auraient raté cette information, Le Havre vient d'être jumelé avec une nouvelle ville, celle de Venise en Italie, et c'est comme ça qu'est née cette idée d'association. Nicolas, comment est-ce que toi tu t'es retrouvé à être cofondateur de cette association ? Alors, première chose, moi j'aime beaucoup l'Italie. Par goût personnel pour la culture, la langue principalement, aussi un peu la gastronomie, les paysages, tout ce qu'elle offre. Et j'ai, comme beaucoup de Français, quelques appétences pour Venise. J'ai eu vent l'an dernier du jumelage avec cette belle ville. Je me suis dit, tiens, j'aime beaucoup Le Havre, j'aime beaucoup Venise, il y aurait moyen de faire quelque chose d'intéressant. Donc je suis entré en contact avec la mairie qui m'a expliqué un peu les tenants et aboutissants d'un jumelage. Je connaissais pas du tout ce domaine, c'était vraiment une grande première pour moi. Et il y a eu un appel à volontaires dans la ville qui a été publié, qui a eu à mon sens beaucoup de succès. Il y avait pas mal de personnes intéressées de divers secteurs, divers milieux. Et au final, donc notre président actuel Filippo et moi-même avons pris officiellement les rênes de l'association en ce début d'année. Une association de jumelage donc, qui est officiellement créée depuis février, mais qui commence à vraiment naître aujourd'hui. Alors c'est pas la première fois que Le Havre est jumelé avec une autre ville d'un autre pays du monde, notamment l'Allemagne. Est-ce que tu peux nous expliquer, justement avec cet appel avec Le Havre, comment est-ce qu'ils t'ont expliqué le jumelage, toi qui ne connaissais pas bien ? Alors déjà, première chose très intéressante, c'est que Venise et Le Havre, c'est en fait le premier jumelage avec une ville française pour Venise. Okay. On est vraiment les premiers, on le restera, du coup c'est historique, ça déjà faut savoir le fêter. Après, sur les tenants et aboutissants d'un jumelage, très concrètement, l'objectif c'est de partager des choses que l'on a en commun et de collaborer sur diverses thématiques. Donc on va essayer d'avoir un panel d'activités assez large en ce sens. Du culturel évidemment, mais aussi du gastronomique, du sportif, pourquoi pas également du touristique. On travaille également le sujet. La mairie a été assez claire sur le cadre de fonctionnement. En fait, on est libre de faire ce que l'on veut. Et ça, c'est assez génial. La mairie a un rôle de facilitateur. D'ailleurs, je les en remercie, parce que ça nous aidera beaucoup, je pense, dans la suite. L'idée étant de créer des interactions, des connexions sur tous les secteurs d'activité et tout ce qui fait quelque part que Venise et Le Havre ont des points communs. Tu nous parlais de ton amour pour l'Italie. Oui. Venise, donc c'est une ville que tu as souvent visitée ? Alors pas très souvent, je pense une petite dizaine de fois quand même. C'est pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Moi, j'ai eu l'occasion, tant professionnellement que personnellement, de voyager pas mal en Italie. Et pour le coup, Venise, j'aime particulièrement cette ville pour son aspect historique, d'un point de vue bêtement culturel, j'ai envie de dire, mais aussi parce que c'est un peu le berceau de la civilisation moderne. Donc, en disant ça, je pense par exemple à Marco Polo, qui était vénitien, qui a quand même été un des grands acteurs de nos développements occidentaux. C'est ce type d'attrait que je vais avoir pour cette ville, qui est réellement chargée d'histoire et vraiment qui a des choses à nous apprendre. On a aussi des choses à apprendre, mais on a énormément de similitudes et de velléités communes. Et tu penses que Le Havre peut apporter des choses à Venise et en retour, Venise peut apporter des choses au Havre ? Alors sur ce que Venise peut apporter au Havre, je pense que j'ai pas trop de doute et que personne en aurait, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus.
En revanche, oui, je suis assez surpris de voir à quel point Le Havre peut apporter des choses à Venise. Il me vient en tête une problématique. Alors, je vais dire le mot problématique, c'est pas réellement un problème parce qu'on est content de l'avoir, mais l'accueil des croisiéristes, par exemple, c'est un réel sujet à Venise, dont on ne parle pas forcément beaucoup. Il faut savoir que Venise, on connaît bien la lagune, c'est la partie touristique. Il y a toute la ville de Mestre, qui est la partie qui fait vivre finalement la région vénitienne, qui est pas du tout connue, et ça gagnerait à être développé. On voit ici un petit lien avec Le Havre qui a su vraiment réaliser cela. Et juste pour l'anecdote, il faut savoir que l'idée du jumelage est venue de Venise à la base. Ah, donc ils connaissaient notre ville, on était repérés. Exactement, et cette anecdote, je trouve qu'elle est fondamentale finalement pour nous, en tant qu'association de jumelage, mais également pour la ville. C'est que Venise a manifesté d'entrée de jeu un intérêt pour une ville portuaire détruite et reconstruite suite à un conflit mondial. Bon, très clairement, Le Havre, on rentre pile poil dans cela, et c'est finalement de cet ancrage qu'est née la relation ensuite. L'association, qu'est-ce qu'elle peut apporter à son tour ? Comment est-ce qu'elle peut porter ce jumelage ? Alors, nous, l'objectif, ça va être clairement de faire rayonner la collaboration entre les deux villes. Et rayonner, ça veut dire quoi ? Très concrètement, c'est avoir des interactions fortes. C'est pour ça qu'on devrait essayer d'aller un peu dans tous les domaines d'activité. L'objectif, c'est que chaque Havraise et chaque Havrais se sentent concernés au même titre que chaque Vénitienne et chaque Vénitien. On va essayer d'avoir des activités aussi qui vont donner une grande visibilité au jumelage. Bon, je ne vais pas forcément donner toutes les clés que l'on a en main aujourd'hui, mais on pense à des événements sportifs d'ampleur avec notre club de foot local qui aujourd'hui a une dimension assez forte. Il faut savoir que Venise est dans la même situation. Le club de foot de Venise est en train de monter également. On a encore une similitude à ce niveau-là. On voudrait essayer de faire quelque chose autour de la gastronomie vénitienne qui est assez méconnue. Quand on parle de l'Italie, on pense aux pâtes, on pense à toutes ces choses-là. Il y a des spécialités culinaires, notamment à base de morue, qui sont, à mon sens, assez méconnues par chez nous, qui mériteraient d'être connues. Enfin, je dirais que tout ce qui est culturel, on a énormément de choses à faire. Je pense là ici à tout ce qui est cinématographique. Donc on pense évidemment à la Mostra, bien évidemment, mais là nous chez nous on a eu les révélations qui se sont terminées il y a très très peu. Ce festival, clairement, il y a quelque chose à jouer en interaction avec la Mostra aussi. On va essayer de travailler là-dessus. L'objectif étant que d'une part, Le Havre s'immisce quelque part dans la vie vénitienne et vice-versa, qu'on fasse rentrer un peu de Venise dans Le Havre. En tout cas, pour cette association et pour porter ses projets à venir, tu n'es pas seul. Tu nous parlais du président qui, lui, est italien. Il vit au Havre ? Ah oui, donc Filippo, notre président, est italien, même vénitien, je pense qu'on peut le dire. Donc il vit au Havre, il a encore beaucoup de contacts, bien évidemment, à Venise. Il a aussi une maison là-bas. Enfin, on a vraiment un tissu local qui est très fort au point de vue relationnel. Pour l'instant, donc, on est vraiment tous les deux moteurs sur le lancement. Et je profite également de l'émission pour passer un appel. Aujourd'hui, on est vraiment au stade où on va pouvoir recruter des adhérents sur diverses thématiques. Il va y avoir un pôle un peu communication que je vais piloter, mais je vais avoir besoin de bras, ne serait-ce que pour animer des réseaux sociaux. Je pense à Instagram, LinkedIn, ce genre de choses. On a un début de site internet, il va falloir le faire vivre aussi. Il y aura quelques actions complémentaires à mener, même des campagnes d'affichage, peut-être avec la ville ou autre. On va avoir tout un pôle dédié plus à l'événementiel, où là on va scinder en thématiques. On est en train de travailler avec le conservatoire, par exemple, organiser des concerts, organiser des échanges. À ce niveau, ce sera pas mal. On travaille également avec des établissements scolaires. On essaye d'aller dans tous les niveaux. Pour l'instant, on est plutôt au niveau collège. Mais l'idée, c'est d'avoir aussi des jumelages entre établissements d'enseignement qui permettent de construire une vraie relation dès le niveau étudiant. Ça, on a déjà quelques volontaires, mais c'est pareil, il va falloir organiser ça, orchestrer les visites, les déplacements, etc. Et je parle même pas des événements qui vont recevoir du public. Si on parle d'organiser un match clairement de foot, ou on avait en tête, pourquoi pas, d'aller sur des régates, ce genre de choses, là, il va falloir des bénévoles pour nous aider à organiser et piloter le jour J les opérations. Donc vous proposez un format d'adhésion ? Oui, tout à fait. Alors le cadre final n'est pas encore tout à fait bouclé. Ce qui est certain, c'est donc on sera sur un format assez classique d'une association avec une cotisation qu'on va essayer de limiter, bien évidemment, au niveau frais. S'il y a des mécènes qui nous entendent, des partenaires potentiels, etc., il n'y a pas de problème, on ouvre à toute discussion. On a déjà certains institutionnels qui nous ont contactés pour financer des événements, parce que ça a un coût. L'idée étant de ne pas rendre l'adhésion prohibitive. Mon objectif, en tout cas, ça serait clairement d'avoir un montant symbolique et d'avoir des événements qui, au mieux, s'autofinancent, au pire, recours à des financements externes. Mais l'idée, c'est qu'on reste quand même dans un cadre qui soit accessible au plus grand nombre.
Faire rêver les gens avec Venise, c'est bien, mais si on peut pas en profiter, ça sert pas à grand chose. Et après, oui, donc on va avoir une répartition des tâches au sein de l'association, plutôt en fonction des goûts et des appétences de chacun. Je sais qu'on a notamment été approché par l'association de langue italienne qui dispose d'une très 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 solide armada de personnes motivées, qu'on n'a pas encore activée pour l'instant parce qu'on attendait de savoir vraiment ce qu'on voulait faire comme activité. Maintenant, on sait qu'on a des bras, on a des cerveaux, on va pouvoir s'en servir. C'est ce genre de choses aussi qui va être pas mal. Ce sera très enrichissant, je pense, pour tout le monde. L'objectif étant de ne pas mettre des contraintes fortes sur les volontaires, évidemment, mais plutôt de se raccrocher à ce qu'ils savent faire et ce qu'ils aiment faire surtout. Donc c'est un projet à construire. On sait que Le Havre est aussi jumelé avec une ville aux États-Unis, qui a de plus en plus de communautés anglophones. Le Havre s'ouvre. Est-ce qu'il y a une vraie communauté italienne déjà présente au Havre ? Eh bien, pour l'instant, à ma connaissance, pas réellement. On a surtout des Français qui aiment l'Italie et qui veulent apprendre l'italien. Alors, ce qui est déjà bien, hein, bien sûr. Ça pourrait changer, justement, dans les années à venir. On pense notamment aux partenariats étudiants. Il y a évidemment, en lien avec que ce soit le NSM ou le M, etc. On a des liens forts avec des étudiants étrangers. On a peu de représentants italiens, faut se le dire clairement. Pour autant, je pense qu'on ne jouit pas d'une très bonne publicité non plus. Donc il y a peut-être aussi un intérêt à ce niveau-là pour le jumelage. Et on pourrait imaginer des cours en italien. Tu le disais, beaucoup de Français voudraient apprendre l'italien. On pourrait imaginer des cafés langues ou des choses comme ça. Ah, tout à fait. Ce sont d'ailleurs des excellentes idées qu'il faut arriver à mettre en place. Et des associations comme l'association de langue italienne, je pense que ce serait plus que bien sélectionné pour ce type d'activité. Et puis on dit que pour apprendre une langue et découvrir sa culture, le mieux, c'est de prendre l'avion et de s'y rendre. Il y aurait une idée aussi de faire des échanges. Tu parlais des écoles notamment. Alors c'est super de pouvoir avoir des échanges, peut-être de mails ou des sortes de correspondants, mais peut-être se rendre sur place en dehors de ces équipes de foot qui pourraient venir et aller d'un côté ou de l'autre, que les adhérents puissent se déplacer. C'est prévu. Alors c'est prévu et l'idée c'est justement d'arriver à organiser des voyages un peu thématiques en fonction des différents goûts de chacun et des différentes appétences. L'idée ça serait qu'on ait vraiment un pôle plus relié à l'éducation où là on est plus sur de la construction de partenariats à long terme et plus un pôle un peu tourisme, n'ayons pas peur du mot, où là l'idée c'est de découvrir la ville mais avec des locaux, des gens qui maîtrisent, des gens qui nous font vivre à l'italienne, ce qui n'est pas tout à fait la même que d'aller dans un resto à Venise, croyez-moi. Vous aurez vraiment une immersion italienne forte, très très forte. Ça, c'est l'objectif. Et à l'inverse, des Italiens qui souhaiteraient venir au Havre pour visiter la ville, c'est quelque chose aussi qu'on veut organiser. Et tu nous parlais beaucoup d'associations italiennes qui existent déjà au Havre, mais il existe en effet d'autres associations par rapport au jumelage que nous avons dans d'autres pays. Vous êtes rapprochés de ces autres associations pour voir un peu échanger les pratiques ? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je remercie Eric Charnet s'il nous écoute, mais donc de l'association Maggiobonga qui nous a beaucoup aidé et je pense va être encore sollicité pour la création, parce qu'il y a une certaine expérience du jumelage, ne serait-ce qu'au niveau associatif que l'on n'a pas. Et l'idée, oui, c'est de se servir aussi un peu de ce qui existe. Il y a quelques associations, notamment à Octeville ou dans d'autres zones aussi, qui, en tout cas, ça nous semble intéressant de se rapprocher d'eux. D'une part, pour prendre un peu de savoir, il n'y a pas de honte à cela, on démarre, donc il faut bien qu'on apprenne. Mais aussi, d'autre part, pour quelques synergies. Clairement, si on organise des déplacements touristiques, il peut y avoir des intérêts aussi croisés. Si des Italiens viennent visiter, on va peut-être pas se contenter de leur faire 3 semaines au Havre. On va peut-être aussi essayer d'aller un peu aux alentours. L'idée, ça serait aussi de tisser des échanges. Et pourquoi est-ce que tu penses que c'est encore important aujourd'hui que Le Havre ou d'autres villes françaises puissent accéder au jumelage ? C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Pourquoi c'est encore important d'avoir ces contacts avec d'autres pays ? Déjà, je trouve que c'est, d'un point de vue enrichissement culturel, ça me semble essentiel. On ne peut pas vivre auto-centré sur nous-mêmes, je pense que ça serait une erreur. En particulier pour ce qui est du Havre, ce que je trouve très intéressant d'ouvrir un jumelage avec Venise aujourd'hui, c'est que ça montre réellement l'aura qu'a le Havre aujourd'hui. Clairement, si on compare par rapport à quelques années, je suis pas certain que 20 ans ou 30 ans en arrière, un jumelage de ce type aurait pu avoir lieu. Et je pense qu'il faut aussi être capable de, sans fausse modestie, de voir ce qu'on est devenu collectivement. C'est absolument essentiel d'être en équipe là-dessus, mais d'avoir réussi à construire une ville qui intéresse une cité comme Venise, je pense que c'est intéressant. Et pour en revenir au jumelage de façon générale, c'est aussi un point qui me semble important de noter. Ça montre aussi une certaine aura de la ville, une volonté de s'ouvrir à l'extérieur. Et en découleront, en tout cas c'est l'objectif, des échanges culturels
gastronomiques, sportifs ou autres, mais aussi, et on l'espère, au niveau éducatif, des échanges d'étudiants, des gens qui vont venir s'installer, qui vont partir peut-être, qui vont générer des activités économiques, des liens entre industries, on y travaille également. L'idée, c'est vraiment de développer le tissu aussi économique de la ville, de continuer de surfer sur l'aura de la ville pour prolonger ou étendre encore son rayonnement. L'association s'appelle donc AJOL pour son petit surnom diminutif. Dedans, on y retrouve donc Jumelage Venise, LH, Océane et Lagune. Lagune, tu peux nous parler un petit peu de la zone où se trouve Venise, parce que peut-être que les auditeurs n'ont jamais eu la chance de visiter. On connaît Venise, évidemment. On a quelques images, on imagine sa culture, mais tu peux nous parler un petit peu d'où elle se situe, peut-être dans la région aussi. Alors Venise, donc c'est en Vénétie. C'est relativement simple à retenir parce que ça ressemble beaucoup. C'est une région plutôt dans le nord de l'Italie, plutôt à l'est évidemment, qui donc est sur la mer. Venise, en règle générale, on connaît bien par les films, les divers documentaires qu'on peut voir, tout ce qui finalement va être touristique. Donc on va connaître les grands monuments que sont le pont Rialto, le palais des Doges, la place Saint-Marc, etc. Et en règle générale, ça s'arrête là. Venise, c'est une cité dans son ensemble. Donc la partie touristique, celle que je viens d'évoquer, c'est vraiment autour de la lagune. La lagune, c'est vraiment un peu comme un lagon en Polynésie, quoi. C'est une zone un peu fermée sur la mer, dans laquelle vont circuler des bateaux, etc. C'est la partie touristique. Venise, c'est plus large que ça, et on veut aussi déborder sur la Vénétie. C'est un passé historique fort. On n'en parle pas tellement, mais sur la route de Venise, on a des anciennes voies romaines qui ont été, découvertes, non, plutôt qui ont été retrouvées, en tout cas, avec les pavés d'époque, avec des restes de temples, des restes de cités romaines. C'est pas des choses qu'on voit quand on va à Venise, et donc ça, il faut s'éloigner un peu de la lagune. La lagune, c'est vraiment le centre touristique. Si je devais caricaturer, c'est un peu comme si on résumait le Havre à la plage. Mmh. Il y a quand même beaucoup d'autres choses au Havre. Après, on aime ou on n'aime pas, mais le tissu industriel qu'on a développé, qui se trouve à côté de nous à l'instant où on se parle, moi je pense qu'il faut en être fier, premièrement, et deuxièmement, on peut pas le nier, ça façonne le paysage. Venise, c'est un peu la même chose. La partie portuaire est souvent méconnue. Pour autant, c'est ce qui fait vivre la ville. Et le tourisme, c'est clair que c'est important aussi. La lagune vit avec le tourisme, soyons clairs. Mais la ville, vraiment, n'existerait pas s'il n'y avait pas les activités économiques. Et c'est là aussi où on a des belles synergies, je trouve. Et il y a aussi cette partie écologique, évidemment, difficulté touristique, alors que le Havre s'ouvre de plus en plus à cette partie touristique. C'est une question, cette partie plutôt écologique et préservation qui est importante pour vous ? Ouais, très importante, et merci de le souligner, parce que d'ailleurs, on parle beaucoup de voyages, on parlait d'avion tout à l'heure. C'est vrai que c'est des questionnements qu'on a aujourd'hui. On regarde plutôt des options bus, voire train de nuit. C'est vrai que c'est des choses qui sont... Si je rebondis vraiment sur l'aspect purement écologique, il y a un sujet fondamental quand on est une ville portuaire, c'est la pollution liée au maritime. C'est clair, on va pas s'en cacher. Là encore, on parlait tout à l'heure des intérêts que Venise peut avoir par rapport au Havre. Le Havre, c'est quand même, alors là je sais pas si ce que je vais dire est vrai, mais en tout cas c'est à mon sens au moins un des premiers, sinon le premier port à être totalement équipé pour accueillir électriquement les bateaux qui sont à quai, que ce soit les cargos ou les bateaux de croisière. Ça je sais que Venise, ça les intéresse. Parce que typiquement la pollution des zones portuaires pendant les escales, c'est un réel sujet, tant pour la pollution immédiate que l'on voit que pour l'inconfort, on va dire, des habitants locaux. Et ça, on le connaît tous. Quand on vit au Havre, on le voit, les bateaux qui fumaient. Honnêtement, on est content quand on voit bateau de croisière qui est à l'arrêt maintenant. Je pense que c'est des choses aussi qui aujourd'hui sont à développer, et c'est là aussi où je pense qu'on peut avoir des synergies, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes angles d'attaque. Donc si on a deux villes qui font des actions différentes et qui au final nous disent ce qui a marché, ce qui n'a pas bien marché, on va peut-être pouvoir aller beaucoup plus vite sur ce type d'étape. Et puis le Havre se transforme aussi avec ce nouveau quai de croisière qui est aussi un sujet, donc peut-être apprendre aussi de ce que Venise a pu découvrir. Oui, tout à fait. Et l'accueil des croisiéristes, c'est un réel sujet, parce que le tourisme aussi pollue. C'est un énorme levier économique, bien évidemment, mais ça reste une source possible de pollution qu'il faut aussi gérer. Ça, pour le coup, ce sont des sujets en plus que la ville arrive bien à prendre en main. Donc si on arrive à travailler avec Venise sur cette même question, je pense qu'on peut arriver à quelque chose qui soit d'une part cohérent et d'autre part efficace sur le très long terme.
Donc cette association, elle est vraiment toute neuve. Elle se prépare petit à petit. C'est quoi les prochaines étapes de ce lancement ? Alors la prochaine grosse étape, c'est de boucler une liste d'activités organisées dans les 12 prochains mois qui va nous permettre de réellement recruter des adhérents sur du concret. Aujourd'hui, on a eu énormément de contacts qui nous ont demandé à nous rejoindre et d'ailleurs c'est fantastique. La première réunion, je pensais qu'on serait 10, on était pratiquement une centaine. Donc c'était vraiment magique. On n'était pas préparé, donc c'était très mal organisé. Maintenant, on le sait, donc on va faire attention, mais surtout ce qu'on voudrait, c'est proposer du concret aux gens. L'objectif, c'est un peu ce que je disais au début, c'est d'être capable de montrer aux gens l'éventail de possibilités qu'il y aura en rejoignant l'association. Et ensuite, de proposer à ces personnes de nous rejoindre sur des activités précises. L'idée, c'est qu'à terme, Philippe et moi, on puisse piloter réellement des équipes et ne plus avoir à tout gérer nous-mêmes, parce que ça demande quand même du temps, tout ça. Comment on peut rejoindre l'aventure si on a envie de s'ajouter à cette centaine de personnes qui sont déjà bien motivées ou même en retrait, plutôt suivre les aventures de cette association et la soutenir d'une autre manière? Il y a un site, tu le disais? Alors, donc il y a un site qui est ajol.eu. Donc EU pour Europe, on essaie d'être assez international. Une adresse mail de contact qui va être contact@ajol.eu. Donc l'idée c'est qu'on puisse aussi avoir des prises de contact. Et ce que tu disais est vraiment intéressant, que vous soyez juste motivé pour avoir des nouvelles ou motivé pour participer. Nous, ça nous intéresse parce que quelque part, même les gens qui ne veulent pas participer à l'organisation, on peut le comprendre, on est tous occupés, on a tous d'autres choses à faire, il n'y a aucun sujet là-dessus, mais savoir que des gens sont intéressés, sont à l'écoute des événements qu'il peut y avoir, c'est des participations potentielles. Et nous, c'est important aussi pour dimensionner, pour cadrer les événements, de savoir à qui on a affaire. Donc n'hésitez pas, contact@ajol.eu. Très bien, puis on pourra suivre ensuite la création des réseaux sociaux, j'imagine. On vous remet en tout cas dans la fiche podcast le lien du site. Merci beaucoup, Nicolas. Et puis, je te propose un rendez-vous peut-être d'ici une petite année pour voir l'évolution et les projets à venir. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Et on se fait un petit plaisir. Nous, ce soir, on écoute Holy Fuck. Le titre s'appelle Evie. Je vous souhaite une très belle soirée, très bon week-end si vous pouvez en profiter. N'oubliez pas que vous retrouvez vos émissions habituelles à l'antenne de Westrack. Plus d'informations sur notre page Instagram ou sur notre site dans l'onglet Grille des programmes. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous lundi pour un autre Magal West.